Bonjour, Eric Gibaud, ericgibaud.com, et aujourd'hui on va parler d'un thème qui est de plus en plus à la mode ou dans la bouche de beaucoup de gens, c'est-à-dire ce youtubeur parle bien de cet appareil photo parce qu'il est payé, ou il parle mal de cette marque parce qu'il y a une autre marque qui le paye, etc. etc., etc. Donc moi j'aimerais voir un petit peu si on peut penser que les tests qu'on voit sur Internet, YouTube, autres supports numériques, mais aussi si on parle de magazines classiques, est-ce que ce sont des tests qui sont fiables? Est-ce que ces gens sont payés, pas payés? Est-ce qu'ils sont influencés par une raison économique ou autre? Voir mon opinion là-dessus. Alors j'ai profité de deux choses, comme spectateur de YouTube et autres supports, donner mon avis, mais aussi de par mon boulot, raconter un petit peu la situation et voir si on peut faire confiance aux tests qu'on voit sur Internet et autres supports. Mais avant ça, je vais dire merci à mon sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui permet de te former à la photographie, mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. 3 points importants cependant, si tu t'inscris une formation chez eux de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos en appui pédagogique. Deuxième point, si tu voulais te former à la retraite et utiliser ton CPF, compte personnel de formation, il est indispensable de t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF. Par contre, on peut faire la formation à laquelle on s'est inscrit avant de partir. Et le troisième point, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, mais elle est appliquée depuis le 1er mai 2024 et c'est une très très bonne nouvelle puisque les rumeurs disaient que les élèves, que ce soit photo ou autre, devraient payer 30% de leur poche et finalement ce ne sont que 100 euros. Je crois que les demandeurs d'emploi n'ont pas à payer les 100 euros non plus. Enfin, je t'explique tout ça en fin de vidéo. Je te laisse leur téléphone qui est gratuit, le email, le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti. Alors évidemment, je parle des gens, je dirais, youtubeurs sérieux, entre guillemets. Alors ils peuvent avoir un ton d'humour, mais je veux dire des gens bien intentionnés. Pas des gens qui sont systématiquement en train de casser quelque chose ou systématiquement en train de dire que tout est beau, tout est gentil, tout est fantastique. Mais je crois que tu es suffisamment mûr pour te rendre compte un petit peu du ton général de certains et d'autres, pour voir un petit peu qui a une bonne intention et qui a une intention cachée derrière. Je crois qu'on s'en rend compte facilement. Je parle aussi des youtubeurs ou des magasins qui présentent des produits. Bien, logiquement, eux, normalement, ils ne rendent pas à donner une valeur sur la qualité, la mauvaise qualité, les avantages et les inconvénients. Ils te présentent le produit, donc c'est intéressant aussi, puisque tu as l'aspect physique, les fonctions existantes et tout ça. Mais évidemment, ce n'est pas des vidéos qui vont te dire achète ou n'achète pas. Simplement, ils te présentent le produit. Donc, c'est intéressant de les voir, mais je ne pense pas que ce soit parfait pour prendre une décision d'achat ou pas. Mais voilà, mais c'est pas pour leur manquer de respect. Je pense qu'ils ont une fonction très utile comme exposition du produit. C'est très intéressant de toute façon. Mais voilà, donc important. On est en train de parler des gens qui essaient de faire une présentation depuis la bonne intention. Logiquement. Alors d'abord, il ne faut pas oublier que nous sommes tous humains, donc on peut se tromper dans un bon sens ou dans un mauvais sens. Ça peut arriver. Après, beaucoup de gens confondent l'objectivité avec la subjectivité. Si tu cherches l'objectivité à fond les manettes, autant lire la notice technique ou les informations techniques, parce que ça c'est objectif, c'est des informations scientifiques, ça dit si ça fait ou ça fait pas. Donc là, tu n'as pas vraiment besoin d'un YouTuber. Donc un YouTuber, il va forcément être subjectif, parce que son avis va être basé sur son expérience, sur ce qu'il aime pas et tout ça. Donc il va essayer d'être le plus objectif possible, mais ça va être impossible qu'il le soit à 100%. C'est complètement impossible d'être complètement objectif. Donc il est forcément subjectif et je m'inclus. Il y a des appareils que je dis, oui, c'est un bon appareil, mais moi, il ne me plaît pas. Voilà. Donc, se dire, moi, il ne me plaît pas, ça peut évidemment influencer en pensant que c'est un mauvais appareil. Et non, je n'ai pas dit qu'il était mauvais, j'ai dit que moi, il ne me plaît pas pour telle ou telle raison, par exemple. Okay, la prise en main, tel élément, telle chose. Voilà. Après, il ne faut pas confondre ce qui sont des essais de ce qui est de la publicité ou du publi-reportage. C'est bien différent. Mais il ne faut pas oublier un truc. Beaucoup de gens pensent que tout est publi-reportage ou tout est publicité, alors que la loi est bien claire. Tu es obligé, la loi aussi bien en Europe que, il me semble, aux États-Unis aussi, tu es obligé de communiquer si c'est de la publicité. Et YouTube t'oblige aussi, s'ils se rendent compte que c'est de la publicité
cachés, ils peuvent te fermer ta chaîne. Donc je ne crois pas que, au moins peut-être un petit YouTuber qui n'a pas trop à perdre, mais à partir d'un certain volume d'abonnés, tu ne vas pas te tu vas pas te risquer à avoir de la pub cachée et te prendre ou une amende ou de la part de YouTube une fermeture de ta chaîne. Moi, je vois comme ça. Après, il faut différencier l'essayeur professionnel de l'occasionnel. Par exemple, moi, je fais énormément de tests, donc je me considère que c'est mon travail, j'essaye. Et il y a l'occasionnel, c'est-à-dire que même s'il a une chaîne YouTube, c'est une personne qui ne fait pas plein de tests, simplement il va parler du matos qu'il a depuis 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 mois, et il en parle. Alors évidemment, les opinions vont être différentes. Quelqu'un, alors on peut coïncider, avoir la même opinion, mais dans l'ensemble, il peut y avoir des différences, parce qu'il y a des petits défauts, des petits trucs que cette personne va découvrir avec l'utilisation, et ça dépend aussi de ses goûts évidemment, que nous, on n'a pas forcément le temps de découvrir ce petit truc qui n'est pas parfait ou qui gêne un peu, parce que il faudrait plus de temps, ça c'est clair. Donc les deux opinions sont valides, mais ça ne veut pas dire que l'un a tort, l'autre a raison, simplement il y en a un qui a passé plus de temps, donc peut-être que son opinion est plus intéressante pour toi, ou au contraire, tu préfères te faire ta propre opinion et tu veux des informations plus techniques ou des confirmations de certains trucs, par exemple. Alors, la grosse question est, combien de temps a-t-on pour utiliser et essayer du matériel? Alors ça, c'est important, parce qu'en fait, quand je parlais de l'utilisateur occasionnel, il a beaucoup plus de temps en général que celui qui ne fait que ça. Alors, ça dépend vraiment des appareils photo, si on parle d'appareils photo. Certains, on les a pas mal de temps, d'autres, on les a 3, 4, 5 jours, une semaine maximum. Normalement, quand tu as les appareils avant une sortie, tu les as en dernière minute, justement pour une question de secrétisme, qu'il n'y a pas de fuite et tout ça, donc tu as peu de jours pour les essayer. Quelquefois, on te les laisse un peu plus de temps après l'annonce de la sortie pour faire une deuxième vidéo ou approfondir et tout ça, mais dans l'ensemble, on a peu de temps, il faut surtout parce que les appareils, on doit les rendre. Alors, il y a des exceptions, les objectifs par exemple, si c'est des marques comme les mêmes marques connues d'appareils photo, eh bien les objectifs, tu dois les rendre. Par contre, les Chinois par exemple, dans l'ensemble, ils nous les laissent. Pas pour en faire cadeau, que beaucoup de gens pensent « Ah, c'est un cadeau !» Non, simplement parce qu'il y a plus cher de taxes à les renvoyer qu'à les garder. C'est pour une question de logistique plus qu'autre chose. Hein. C'est pas pour l'idée de te faire un cadeau. Ça, c'est clair. Alors, beaucoup vont dire « Oui, mais attends, si tu n'as qu'une semaine pour essayer un appareil, c'est impossible que tu aies une opinion. » Alors, moi, je le vois un petit peu comme ça. Le testeur du guide Michelin, quand il va au restaurant, est-ce qu'il a besoin de manger 10 fois pour se faire une opinion sur le repas? Parce qu'en fait, son palais, il est habitué. Il reconnaît les goûts, les saveurs, les odeurs et tout ça. C'est sa spécialité. Donc, peut-être que moi, dans ce restaurant, il faut que j'y aille 10 fois pour vraiment voir les détails, la différence entre un restaurant et un autre. Mais lui, il mange dans plein de restaurants tous les jours, au moins un par jour, disons, et il a une grosse expérience au niveau de son palais. Le testeur d'appareil photo, c'est la même chose. Par exemple, si moi, tu me donnes un appareil Canon, j'ai pas à réfléchir pour les menus. J'ai testé tellement de Canon que je connais les menus. Tu me files un Lumix, c'est pareil. Tu me files un Sony, c'est pareil. Dans l'ensemble, tu gagnes énormément de temps. Donc évidemment, tu n'as pas besoin du même temps que quelqu'un qui aurait pour la première fois en main un appareil Nikon qu'il n'a jamais utilisé. Donc il faut qu'il apprenne les menus. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier que 95% des fonctions d'un appareil sont communs, les fonctions ou des menus sont communs à tous les appareils de la même marque. Donc déjà, on a besoin de moins de temps à ce niveau-là. Après, ça dépend de la méthodologie. Que veux-tu transmettre? Tu veux parler de sensations, de prise en main et tout ça? Oui, il n'y a pas besoin d'une semaine pour te rendre compte si ça tient dans ta main, ça ne tient pas, si ça te plaît pas. Après, la méthodologie. Il y a des gens qui veulent simplement parler d'impression générale et donc ils n'ont pas besoin du même temps que d'autres qui veulent te faire un guide de l'utilisateur. Là, il faut un temps énorme parce qu'il faut voir chaque fonction de l'appareil, expliquer comment il se configure et tout ça, et ça passe énormément de temps. Donc, si tu veux parler d'une manière plus générale, tu as besoin de moins de temps que si tu veux rentrer dans chaque détail. Après, moi, dans mon cas, j'essaie d'aller vérifier, si c'est le mot, oui, vérifier ce que dit le vendeur, le fabricant. Par exemple, quand j'ai fait le test du Nikon P900, pareil que j'ai pas aimé, j'ai bien aimé le 950 et le P1000, mais pas le P900, je regarde la pub. La pub, c'était, on a un bridge qui va jusqu'à l'équivalent de 2400 mm, équivalent full frame.
alors qu'à ce moment-là, tous les bridges allaient maximum à 1200. Donc ils ont fait toute leur pub là-dessus. Donc bah, toi, si tu es intéressé à l'acheter, c'est probablement parce que c'est cette partie qui t'intéresse, aller jusqu'à l'équivalent de 2400 mm. Donc moi, je vais aller vérifier si ça marche bien. Et là, il y avait des problèmes d'autofocus, ça patinait, ceci, cela. Je l'ai dit, je me suis fait incendier par beaucoup de gens, mais bon, je l'ai dit, après il y a des gens qui m'ont remercié parce qu'ils l'avaient testé, ils étaient d'accord avec moi. Et d'autres qui disent que non. Enfin bon, peu importe. Mais logiquement, moi je vais tester. Si toi tu as un restaurant qui dit spécialité en hamburger, j'arrive, je goûte le hamburger. Et après tu me dis, je te dis, ouais mais il n'est pas bon le hamburger. Ah mais on a aussi des pizzas, on a aussi des pâtes. Oui, mais tu as marqué spécialité. Donc, les gens qui vont rentrer dans ton restaurant vont forcément regarder le hamburger. Donc, je suis obligé de tester ça. Donc, moi, en général, je vais directement tester ce que dit la pub. Parce que c'est ce que les acheteurs potentiels vont voir. Donc, je vais vérifier si effectivement ça marche ou pas. Et donc, ben, là, je me sens là-dessus. Après, il y a beaucoup de choses que je ne présente pas, je vois, mais je n'en parle même pas dans ma vidéo, ce qui a duré 10 heures. Après, il y a des choses, c'est peut-être toi, ton premier appareil photo, donc tu aimerais avoir cette information, mais ça fait 5 ans que ça marche correctement sur tous les appareils photo de toutes les marques, ou au moins de celle-ci. Donc, je ne vais pas revenir sur un truc qui marchait déjà, sauf si d'un coup, je voyais que ça ne marchait plus, tu vois. Donc, c'est important. Après, il y a des gens qui ont une démarche très scientifique, qui vont tester l'autofocus d'une telle manière, les objectifs d'une telle autre, et d'autres qui, au contraire, sont plus sur le terrain. Ben ouais, c'est peut-être pas parfait, mais regarde, j'ai quand même réussi à faire ces photos et tout ça, tu vois. Donc, ça dépend de chacun. Chacun a sa méthode, donc évidemment, le temps nécessaire est complètement différent d'une personne à une autre. Ça, c'est clair. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main et te l'acheter chez Digiphoto, eh bien, ça serait vraiment sympa. Comme à l'écran, là où ça marque code créateur, eh bien, simplement, tu marques Gibo et ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, tu as une case à côté qui est complètement compatible. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux. Donc, mille merci parce que ça m'aide vraiment. Continuons. Ça reste assez amusant que certains critiquent un YouTuber qui a eu un appareil photo pendant une semaine en main et qui ose donner son opinion. Et beaucoup de ces gens-là, ils ont acheté une voiture, ils sont allés chez le concessionnaire. Le concessionnaire leur a dit, vous voulez faire un tour là? Ah oui, il faut un tour de 10 minutes dans la ville ou sur l'autoroute. Ils rentrent au garage, au concessionnaire, et ils achètent. Sincèrement, tu crois qu'en 10 minutes, tu as pu te faire une opinion? Toi, probablement pas, sauf si tu es comme les testeurs de voitures qui en essayent tous les jours. Mais si tu as toujours ta voiture et là, tu en essayes une tous les 5 ans, ben évidemment, tu viens de prendre une décision de beaucoup d'argent, alors qu'en fait, si tu y penses bien, tu n'es pas prêt à pouvoir prendre cette décision simplement en faisant un tour de bagnole, si on peut dire comme ça. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir une opinion sur un appareil photo qu'on n'a pas eu en main? Alors évidemment, si on parle de la prise en main, les sensations et tout ça, ben évidemment non. Si tu l'as pas eu en main, tu ne peux pas une opinion là-dessus. Mais évidemment, si on parle des caractéristiques d'un appareil, on peut se faire une opinion sans l'avoir du tout eu en main. Parce qu'il y a des caractéristiques qui sont clairement communiquées par le fabricant et on sait les conséquences ou les résultats que ça peut donner si c'est présent ou pas. Ou si ça indique telle vitesse, telle ceci, telle cela. A-t-on besoin d'avoir un appareil en main pour savoir ce que veut dire ne pas avoir de viseur? A-t-on besoin d'avoir un appareil en main pour savoir s'il n'y a pas de stabilisation ou s'il y en a au contraire? Ou si par exemple l'écran est de telle taille, on sait ce que ça veut dire, les sensations qu'il va y avoir. Ou si par exemple, je ne sais pas, s'il n'y a pas d'obturateur mécanique par exemple, comment ça va se traduire en photo? Ça, il n'y a pas besoin d'avoir l'appareil pour le savoir. Mais c'est non seulement ça, c'est qu'en fait, tu te rends compte qu'on a toujours acheté énormément de produits sans les voir et les essayer avant. Toi aussi, ça se trouve, tu réserves tes vacances, tu vas à l'agence, tu dis qu'est-ce que vous me proposez comme destination? Ah, il y a tel truc et l'hôtel, là, il est pas mal. Il n'y est jamais allé, cette personne. Elle a lu les 4 lignes qu'il y a dans le catalogue et te le recommande. Ou toi-même, tu es en train de réserver sur Internet par Airbnb, tu vois 4 photos, quelquefois, il n'y a même pas d'opinion et tu réserves. Donc, si toi, tu es capable de faire un achat en jouant ton argent sans avoir vraiment pu voir le produit ou le service avant de l'acheter, pourquoi une personne qui a de l'expérience, qui analyse des caractéristiques, n'est pas capable d'avoir une opinion? C'est quand même illogique. Donc oui, bien sûr, sauf certains points peut-être, mais dans l'ensemble, il est possible d'avoir une opinion globale sur un appareil sans l'avoir utilisé. Ça, c'est évident. Sans avoir utilisé ni avoir eu en main. Par exemple, toi, tu me dis, moi je veux faire de la vidéo. Oui, qu'est-ce que tu veux faire comme genre de vidéo? Court métrage, tout comme ça.
Ben, je dis, bah, de toute façon, là, l'appareil, il enregistre en HD, 720 pixels de haut. Actuellement, tout le monde réclame du 4K. Cet appareil, il n'est pas bon pour toi. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas bon, je dis, il n'est pas bon pour toi. Est-ce que j'ai besoin d'avoir l'appareil en main pour savoir, pour avoir cette information? Évidemment non. Tu veux faire la photo d'action, il faudrait congeler l'action à 1 8 millième de seconde. Cet appareil va jusqu'à 1 2 millième de seconde. Il y a besoin d'avoir l'appareil en main pour se rendre compte de ce que ça veut dire? Évidemment non. Donc pour moi, je pense que clairement, oui, on peut se faire une opinion sur un appareil photo sans l'avoir eu en main. Je n'ai pas dit une opinion définitive, mais au moins plus qu'indicative. Voilà. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que les gens qui sont en colère quand un YouTuber ose donner son opinion sur un appareil qu'il n'a pas eu en main, normalement, ce sont des gens qui adorent cette marque ou adorent ce genre d'appareil et ils ne supportent pas que quelqu'un puisse avoir une opinion sans avoir testé. Par contre, si c'est une marque qu'ils n'aiment pas, ah ben là, ils sont complètement d'avis du YouTuber, même si celui-là ne l'a pas eu en main. C'est quand même assez ironique et je pense que beaucoup de gens oublient de revenir sur Terre et oublient qu'eux aussi pourraient regarder les caractéristiques, lire la fiche technique et déjà ils pourraient se faire eux aussi une opinion de la même manière que quand ils réservent leurs vacances sans avoir été avant à l'hôtel. Tu pars, je vais en vacances pour voir quelles vacances je vais réserver l'année prochaine. Non, sérieux, sérieux. Bah là c'est pareil, sérieusement. Pensez-y. Alors, la fiabilité des tests dans le temps. Alors moi, j'ai parlé de mon cas particulier. Par exemple, j'avais testé le Sony H400, qui est un bridge, et que j'ai bien aimé, que j'ai recommandé. Et il y a plusieurs années, au fur et à mesure des années, les petits commentaires sont arrivés. Bah, moi, je l'avais acheté, je l'adorais aussi, super, mais par contre, il est tombé en panne, mort subite, et Sony ne le répare pas. Ça, c'est des trucs qu'on ne peut pas savoir. On n'est pas futurologue. C'est-à-dire que c'est impossible de savoir comment va évoluer dans le temps un appareil qu'on teste, ou un objectif qu'on teste, ou un accessoire qu'on teste. On ne peut pas le savoir, ça. C'est par exemple ceux qui ont acheté des Leica M9, oxydation du capteur. Bah ça, ceux qui ont testé quand il est sorti, ils ne pouvaient pas le savoir. C'était impossible. Donc c'est là que ça peut être intéressant de regarder des tests de gens qui utilisent un appareil depuis pas mal de temps, ou un objectif, peu importe. Et disent, bah tiens, moi après 6 mois, bah, j'ai la poignée qui s'est décollée, ou il y a le bouton qui est tombé, ou il y a ceci qui a cassé. Bah, ça, c'est très intéressant aussi, parce que eux, ils vont t'apporter une information que bah, quand moi je teste, je ne peux pas avoir, parce que je ne vais pas utiliser l'appareil pendant 5 ans, ou j'aurai peut-être pendant 5 ans, mais au moment où je fais la vidéo, je ne suis pas 5 ans en avant, donc je ne peux pas le savoir. Donc n'oublie pas ça non plus. Que quelquefois on dit, ouais, mais t'avais pas dit qu'il tombait en panne. Ben ouais, mais quand j'ai fait le test, ça faisait une semaine qu'il était sur le marché. Je ne peux pas savoir comment ça serait 3 ans plus tard. N'oublie pas non plus que si on parle d'appareils photo, je ne dis pas les objectifs, mais d'appareils photo, il n'y a plus de mauvais appareils photo depuis bien longtemps. Alors, il y a des choses qui peuvent te plaire plus ou moins, ou des choses que tu avais envie de voir qu'il n'y a pas, qui peuvent te décevoir, mais ça ne veut pas dire que ça fasse une mauvaise qualité d'image. Il n'y a plus de mauvais appareils photo. Donc, quand un YouTuber, tu l'écoutes, il dit « Ouais, mais il ne dit pas les trucs mauvais, il dit que les trucs bons ». Ben oui, mais peut-être qu'il n'a pas trouvé de trucs mauvais. Il va quand même pas les inventer pour que toi tu dises « Ah, le mec est honnête, il a dit qu'il y a un truc mauvais ». En fait, non. Ceux qui cherchent des trucs mauvais, souvent parce qu'ils sont en train de titiller des trucs simplement pour avoir un truc négatif à dire, parce que sinon ça ne fait pas crédible. Et en fait, les trucs qu'il peut y avoir par contre, c'est dire bon ben ça c'est cher pour ce que c'est, ou au contraire c'est vraiment un super prix pour ce que c'est. Ça oui, mais des appareils photo qui font une mauvaise qualité d'image, il n'y en a plus. Donc après c'est des goûts personnels, du confort, de la rapidité, du ceci, de cela. Mais ça ne veut pas dire que ce soit mauvais pour tout le monde. Peut-être pour ce que toi tu veux faire ou ce que moi je veux faire. Mais ce qui est bon pour moi est peut-être pas bon pour lui et vice versa, tu vois. Donc ça c'est important. N'oublie pas, il n'y a plus de mauvais appareils photo. Il peut y avoir des prix qui ne sont pas ajustés à ce qu'ils offrent. Ça c'est vrai. Mais sur YouTube, j'ai trouvé encore pire que des testeurs qui, soi-disant, ne seraient pas honnêtes. Ce sont les négationnistes. Et je ne parle pas des anti-vax et tout ça. Je ne parle pas de ça. Je parle des gens qui pensent toujours qu'un YouTuber ment forcément, qu'il est forcément payé, que s'il parle bien de quelque chose, c'est qu'il est payé. S'il parle mal d'une marque, c'est parce qu'il y a une autre marque qui le paye pour parler mal. Non mais ça, c'est du n'importe quoi. Oui, il y a certains qui sont payés. Il ne faut pas oublier qu'il y a des lois qui obligent à communiquer. Il y a aussi YouTube qui a des règles, mais j'avais dit avant. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une minuscule partie des youtubeurs qui sont payés en fait. La majorité des tests que tu vois, ce sont des gens qui ne sont pas payés par les marques ou les produits qu'ils présentent. Alors, c'est vrai, il y en a qui disent « Ouais, mais il a reçu l'objectif gratuitement ».
Ah oui, mais peut-être qu'un youtubeur qui démarre, qui a 250 abonnés et ben, pas trop de matos, ben, ça lui fait super, il est super content et enthousiaste de recevoir un objectif. Mais moi là j'en ai 50, j'ai 15 trépieds. Tu crois vraiment, dans mon cas par exemple, ça me fait ma motivation, c'est recevoir un truc gratuit. Est-ce que mes filles mangent en mordant un objectif? Bah, évidemment non. Moi ce qui me plaît, c'est pouvoir présenter des choses, donner mon opinion. Beaucoup de gens me demandent qu'est-ce que tu penses de tel appareil photo, tel truc, tel autre. Ben, je l'essaye, je donne mon opinion et ça va les aider. Qu'est-ce que je gagne avec ça? Ben, les visites, YouTube va me payer. Si des gens, évidemment, sont intéressés, ben, peut-être qu'ils vont utiliser les liens affiliés et ça va rapporter quelque chose, mais c'est un tout. Et ça ne veut pas dire que tu es malhonnête, ça ne veut pas dire que tu ne fais pas ton boulot correctement. Même souvent, on dépense de l'argent pour pouvoir te présenter des trucs. Par exemple, ben, j'ai acheté des appareils pour pouvoir tester des objectifs et les présenter. Donc, c'est pas que de l'argent qui rentre, il y a de l'argent qui sort. Dans ce cas-là, Digiphoto m'a prêté ce Pentax 17 que je voulais essayer. Première fois de ma vie, un appareil me tombe des mains. J'étais en train de faire une prise de vue, il était sur le sac, un sac plastique, parce qu'il était un peu mouillé. Prise de vue, premier plan dessus, pop, il y a eu une rafale de vent qui a gonflé la poche, il est tombé par terre. Deux petits pets ici et ici. Résultat, ben, j'ai dit, oh, ben, je vais le payer, je l'achète. Tu vois, quelquefois on a des frais. Donc, c'est vraiment vexant, ces mecs qui sont en train de critiquer sans savoir. C'est vraiment vexant. En fait, ceux qui critiquent de cette manière, ils prouvent qu'un truc. C'est que leur manière de penser, c'est que en fait, si eux, ils avaient la possibilité de tricher, ils le feraient. Parce que sinon, ça leur viendrait même pas l'idée. Donc, ils pensent comme ça parce qu'ils pensent que il y a une expression en espagnol qui dit que tout voleur pense que tout le monde est de la même condition, c'est-à-dire qu'il y a aussi un voleur. Eh bien, c'est la sensation que ça me donne. Donc, moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a du gros délire chez certains. Et certains qui profitent de ça, en fait, pour faire du buzz. Ils critiquent ton buzz, mais ils font du buzz avec toi. Ils font des attaques nominatives, par exemple. Alors moi, ça m'est arrivé de commenter sur d'autres youtubeurs si on me pose une question. Mais je ne fais pas une vidéo disant « machin, ceci, cela, ça ». Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu te rends compte, ils sont en train de faire exactement ce qu'ils critiquent. Ils font du buzz en attaquant quelqu'un. Le plus marrant que ces gens, beaucoup critiquent le fait que tu gagnes de l'argent. Eux, ils ont leur chaîne YouTube, ils ne gagnent pas d'argent avec leur chaîne YouTube. Mais ce qu'ils oublient de te dire, c'est que beaucoup ont déjà un travail. J'ai vu même l'autre jour un mec, il était fonctionnaire, j'ai rien contre les fonctionnaires. Hein. Fonctionnaire, donc travail et argent garanti. Et le mec, il passe son temps à critiquer ceux qui gagnent de l'argent avec YouTube. Ouais, mais si je passe 8-10 heures par jour comme je fais, il faut bien que je mange de quelque chose, c'est évident. Donc toi, tu as ton salaire et YouTube, c'est ton hobby, mais moi, c'est mon travail. Est-ce que ça veut dire que je ne fais pas bien mon travail? Est-ce que ça veut dire que je suis malhonnête? Je pense que quelqu'un qui travaille pour un magazine de bagnole, ben, il a un salaire, et ça ne veut pas dire que ses tests sont malhonnêtes. Donc, il faut se calmer un petit peu, revenir sur Terre, et arrêter de penser que tout le monde est malhonnête. Ça devient du gros délire, quoi. Alors, sincèrement, il y a un truc qui me met hors de moi, c'est que quand il y a un titre qui est accrocheur, tu as toujours le mec qui va dire « Ah, c'est un putaclic ». Alors, premièrement, je ne vois pas pourquoi on dit ce terme en français, ça n'a aucun sens, puisque en anglais, c'est clickbait, ce qui veut dire appât à clic. Donc, je ne vois pas le sens d'utiliser ce mot horrible en français. D'une part, on pourrait très bien dire appât à clic. Deuxièmement, ça veut dire qu'ils n'ont rien compris à ce qu'est un clickbait, parce qu'un clickbait, en fait, c'est tu accroches le mec pour venir voir ta vidéo, mais le contenu après n'a pas à voir avec le titre. Par exemple, je dis gagner beaucoup d'argent, tu arrives sur ma vidéo et ça ne parle pas du tout de ça. Ça, effectivement, c'est un appât à clic. Mais par contre, quand le titre reflète une grande partie ou une partie importante de ta vidéo, même s'il est accrocheur, ça s'appelle un titre accrocheur. En journalisme, il est conseillé d'avoir des titres accrocheurs qui reprennent une partie clé de ton article ou de ta vidéo, peu importe, ou du reportage, et tu le mets comme titre. Donc, quand un mec commence à dire ça, tu dis, mais attends, mais tu as regardé que ce que je raconte dans la vidéo, ça correspond au titre, ou le titre correspond en grande partie à ce que je raconte dans la vidéo, simplement, c'est un titre accrocheur. Donc, en plus, tu regardes des mecs, quand ils te mettent ça, ils te le mettent d'une manière insultante. Non, je suis désolé, tu as cliqué parce que le titre est accrocheur. Si la vidéo ne te plaît pas, ça ne veut pas dire que la vidéo n'a pas à voir avec le titre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, certains pensent que tu parles bien ou mal parce que tu as des liens affiliés. Enfin, tu parles bien. Quand tu parles mal, ça ne dérange pas. Mais tu parles bien parce que tu as des liens affiliés dessous. En fait, fais-toi compte qu'il y a des gens, ça m'arrive d'avoir un lien affilié dessous et l'indiquer et ne pas parler spécialement bien d'un produit. Parce qu'en fait, on ne pense pas
à une vidéo. On regarde la moyenne sur l'année. Donc si ça se trouve, tu ne vas pas acheter ce produit, tu en achèteras un autre, ou tu vas peut-être quand même l'acheter, même si je ne suis pas convaincu, mais tu as fait une évaluation positive de ma manière de présenter, et en remerciement, tu utilises le lien affilié ou le code créateur. Et je pense que c'est une erreur de penser que tous les gens font tourner leur business autour du lien affilié. Le lien affilié, c'est un bonus. Et je pense que la majorité, alors il y a des exceptions quelquefois flagrantes, c'est vrai, mais dans l'ensemble, je pense que la majorité des gens font une vidéo pas pour le lien affilié, mais pour communiquer. Le lien affilié, c'est le cadeau en remerciement d'avoir fait un travail, une exposition sur un produit. Moi, je le vois comme ça en fait. Alors, n'oublie pas non plus que ce qui te plaît à toi ne plaît pas forcément aux autres et vice-versa. C'est-à-dire que quelquefois, je peux faire un test, te dis mon opinion et tout ça, et t'es pas d'accord, mais simplement, c'est pas parce que toi tu as tort et moi j'ai raison, ou vice-versa. Simplement, on a des points de vue ou une manière d'utiliser les choses différentes. Donc, ça ne veut pas dire que le test n'est pas honnête. Simplement, il ne correspond pas forcément à ce que tu aimerais savoir ou pas savoir. C'est aussi simple que ça. Après, il ne faut pas confondre l'enthousiasme et l'euphorie de certains avec la malhonnêteté. Par exemple, quand j'ai présenté le Fujifilm X-S20, il y en a certains qui m'ont dit « mais t'étais payé par Fuji ?» J'ai dit « bah non, parce qu'on le voit super enthousiaste et tout. » Non, mais j'ai vraiment aimé l'appareil, d'ailleurs je l'ai acheté. C'est tout bête. Donc, oui, ça peut arriver qu'on aime quelque chose et qu'on l'achète, ça arrive, oui. Et ça ne veut pas dire que j'ai été payé par Fuji, j'ai payé mon appareil. Voilà. Après, il y en a qui disent, bah oui, mais quand ils parlent d'un appareil, ils ont un script qui est imposé par la marque. Alors, attention, moi, j'ai jamais eu aucune marque qui m'a imposé un script. Je parle de marque d'appareil photo ou d'objectif. Par contre, en accessoire, ça m'est arrivé, mais là, j'ai refusé de faire la présentation. Alors, tu regardes quand même un petit peu, normalement, les marques te passent la liste des trucs importants. Évidemment, oui, s'il y a un élément important sur un nouveau appareil, puis tu oublies de le dire, c'est dommage. Ça ne veut pas dire qu'ils te disent de dire que c'est bien ou mal. Simplement, ils disent, n'oublie pas que ça fait du 8K, par exemple. Ah oui, ouais, je n'ai pas oublié de le dire. Oui, c'est important pour eux. Ok, logique. Et les fois où j'ai des marques qui m'ont dit, faut que tu dises ça, j'ai refusé. Après, est-ce qu'il y a certains youtubeurs qui ont accepté? Peut-être. Ou est-ce qu'ils ont dit comme moi, non, et puis finalement ils sont arrivés à un accord, le style, ouais, je présente, mais je dis ce que je veux. Ça, je ne sais pas. Ok, ça, je ne sais pas. Ça dépend de chacun. Mais dans l'ensemble, moi, je trouve que les marques nous imposent vraiment que dalle. Quelquefois, ils t'imposent simplement la date de sortie de ta vidéo, qu'elle ne sorte pas avant la date d'annonce, ou ils disent faut que ça soit prêt pour tel jour, parce qu'on va présenter le produit au niveau international, évidemment. Donc, ça serait bien que ta vidéo soit prête ce jour-là, ils te demandent ça. Mais c'est logique. Ou alors des contrats de non-divulgation, c'est-à-dire ne pas dire avant la date ce que tu as en main, puisque c'est du secret au niveau de la concurrence. Voilà, donc c'est logique aussi. Mais sinon, voilà. Alors, je pense que c'est important de voir que quelquefois, oui, il y a une pression psychologique ou une manipulation psychologique de la part de certaines marques qui t'invitent, ce que j'ai dit par exemple Panasonic sur le S9, il y a un produit, il y avait des trucs assez flagrants et les mecs, beaucoup ne disaient rien, motus. Et je pense que certains par éducation, parce que quand on t'invite à manger, c'est dur de dire que la bouffe elle est pas bonne, quoi, c'est évident. Et d'autres, ils sont dans une atmosphère, une ambiance, une euphorie qui fait que, oui, ils perdent un petit peu leur objectivité. Voilà, je pense. Mais bon, on est tous humains, comme je l'ai dit. Peut-être, d'une manière claire, expliquer qu'un YouTuber, il doit être du côté de son audience et les marques doivent le comprendre, que tu ne travailles pas pour eux, tu ne travailles pas pour les marques, mais tu travailles pour ton audience. Et bon, il y a certains qui manquent encore ce petit plus pour être complètement clair, voilà. Mais je pense que dans l'ensemble, oui, je pense que quand même la majorité sont honnêtes, je pense. Et ce qui prouve aussi que dans l'ensemble, l'immense majorité des youtubeurs sont honnêtes, c'est quand je vois Insta360, les appareils 360, ils ont commencé à envoyer des messages à leurs youtubeurs qui étaient sponsorisés par eux, en disant s'il vous plaît, ne dites pas qu'on vous sponsorise. Et pas mal de youtubeurs ont dit ils ont communiqué à leur public, à leur audience, qu'ils avaient reçu ce email, ils ont arrêté toute collaboration avec Insta360, parce qu'ils leur demandaient de faire un truc illégal et pas honnête. Donc s'il y a eu autant de réactions de la part du youtubeur, c'est que évidemment la majorité sont honnêtes. D'ailleurs moi j'ai le Insta360 que j'ai acheté, que j'allais présenter sur ma chaîne, et je ne l'ai pas présenté à cause de ça, pour ne pas être mélangé avec cette histoire. Mais tout ça parce qu'il y a des mecs qui pensent toujours mal. Donc si je le présente, ils vont penser que je suis payé. Donc je ne le présente pas. C'est dommage parce qu'il y a sûrement des gens qui auraient aimé avoir mon opinion dans mon audience et je n'ai pas présenté à cause de ça. Je trouve ça dommage qu'il y ait des gens qui pensent toujours qu'on est des menteurs.
sincèrement. Alors, n'oublie pas que la décision finale, c'est toujours toi qui la prends. Si tu veux acheter ou pas acheter, personne ne t'oblige à acheter. Aucun YouTuber. Mais de toute façon, moi je te conseille toujours avant d'acheter de ne pas écouter une seule personne. Pas que moi, pas que lui, pas que l'autre. Simplement écoute plusieurs styles, plusieurs méthodes d'analyse. De cette manière, tu vas te faire une meilleure idée pour acheter au mieux en fonction de tes besoins, tes envies. Voilà. Et n'oublie pas que personne ne t'oblige à acheter. Quand on dit non, parce que machin, il m'a obligé à acheter. Non, il t'a pas obligé à acheter, il a donné son opinion. Ça, c'est important de le voir comme ça aussi. La décision finale, c'est la tienne. Laisse passer quelques jours, réfléchis. Si tu veux pas. Ça, c'est important. Tu vois, donc, c'est bien important. N'oublie pas que, oui, personne ne t'oblige à acheter. C'est pas parce que quelqu'un fait un test positif qu'il est en train de t'obliger à acheter. Alors, moi, sincèrement, je pense que oui, la majorité des youtubeurs ont des tests qui sont fiables, mais il faut en regarder plusieurs. Pourquoi? Parce que chacun a sa méthode. Donc, une personne qui peut donner une histoire de prise en main, tu observes qu'il a une grosse main, une petite main. Peut-être que c'est pas comme la tienne. Ou quelqu'un qui fait une analyse précise scientifique d'un point qui te sert strictement à rien, ça se trouve ce point, c'est l'atout important pour lui, mais l'autre point qui à toi t'intéressait, il n'en a pas parlé. Mais t'achètes quand même parce qu'il a parlé très bien de ce point-là, mais tu n'as pas regardé l'autre qui t'intéressait. Donc c'est important. Essaie de regarder plusieurs choses pour décider vraiment. Mais je pense que dans l'ensemble, la décision, d'abord c'est sûr, la décision finale c'est toi qui la prends, mais en regardant plusieurs, tu vas pouvoir faire prendre une meilleure décision et avoir plus de chances de ton côté. Voilà. Mais je pense oui que dans l'ensemble, même si beaucoup peuvent être enthousiastes, dans l'ensemble, il y a quand même un fond d'honnêteté, heureusement, sur la majorité des youtubeurs. Évidemment, comme n'importe quel secteur, il y a forcément des brebis galeuses, hein. Ça c'est évident, Mais dans n'importe quel secteur, c'est comme ça. Voilà. Donc voilà, moi je pense que oui, beaucoup de tests sont complètement valables pour prendre une décision au moment d'acheter du matériel photographique. Et je ne parle pas que mes vidéos, hein, je parle de beaucoup d'autres collègues, si on peut dire comme ça, confrères, je ne sais pas comment on dit, de YouTube et autres secteurs. D'ailleurs, moi souvent j'achète des choses parce que j'ai regardé des tests sur YouTube, pas forcément du matos photo, mais j'ai regardé d'autres tests. Donc si je leur fais confiance, voilà, et dans l'ensemble, dans l'ensemble c'est bon, quoi. Donc merci beaucoup d'avoir vu la vidéo, mais avant je vais dire merci à mon sponsor Arvia, école-de-photographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet, mais ce n'est pas que la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire, à monter sur la plateforme, et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, dire ce qui va pas, te motiver et tout ça. Alors ils ont 6 types de formations, depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel, et les formations durent entre 8 et 12 mois. Tu vas passer 10-12 heures par semaine, alors certains passent 8, certains passent 15, ça dépend de l'avancement de la formation, de tes connaissances au départ et tout ça. Enfin, t'imaginais. Donc, le mieux, je pense, c'est que tu parles avec Arvia. Le téléphone est gratuit. N'oublie pas, si tu t'inscris à une formation chez eux de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo en appui pédagogique. Donc, ils t'orienteront vers la formation qui correspond le plus, quoi. T'expliques un petit peu ce que tu vas faire et tout ça. Ils te parleront aussi des tarifs. Mais je peux déjà te parler de la manière de te financer. Alors, il y a une manière très élégante, ça s'appelle l'autofinancement. Enfin, je te traduis, ça veut dire tu as l'argent, tu payes, hein, comme n'importe quel produit, n'importe quel service. Voilà, c'est aussi simple que ça. Peut-être aussi que tu es demandeur d'emploi. Dans ce cas-là, parle avec ton conseiller chez France Travail, ex-Pôle emploi, explique ce que tu veux faire, tout ça, et t'expliquera comment faire un financement ou un cofinancement. Après, peut-être que tu es actif en France. Alors, actif, c'est-à-dire que tu n'es pas à la retraite, hein, tu peux être au chômage, mais tu es actif, ça s'appelle, et tu devrais profiter de ton CPF, compte personnel de formation. Chaque année travaillée, tu as un petit pécule qui s'accumule, un jour tu peux l'utiliser pour te former. Dans ce cas-là, il y a certaines conditions. Alors, l'une d'entre elles, si tu voulais te former à la retraite, n'oublie pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus passer par le CPF. On peut faire l'autofinancement évidemment, mais on ne peut plus passer par le CPF. Par contre, on peut faire la formation si tu t'étais inscrit avant de partir à la retraite. Donc, tu pourras la faire une fois à la retraite. N'oublie pas ça. Autre point, la loi sur le CPF a changé il y a bien longtemps, mais elle n'était toujours pas appliquée. Elle l'est depuis le 1er mai 2024 et c'est une très bonne nouvelle, puisque les rumeurs disaient que les élèves devraient payer 30% de leur poche, que ce soit photo ou autre, et finalement ce n'est que 100 €. Alors, le demandeur d'emploi, je crois qu'ils n'ont pas à payer. Enfin bon voilà, le mieux, c'est que tu parles avec Arvia, tu les appelles, le téléphone est gratuit, je te le laisse, le email, le site web, et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer.
Merci beaucoup Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là, une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web erichjouot.com/fr pour la version en français. Les cours de photographie en vidéo erichjouot.com/fr/cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digit Photo. Alors si jamais tu es chez eux, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, si tu marques Gibo, ben, ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est complètement compatible, qui dit code promo. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux. Merci beaucoup, car ça m'aide énormément. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, Sandmark et Flash Westcott, d'autres liens affiliés et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu vas faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao.